Mais de soi-même, je pense que moi j'ai été quelqu'un de très gâté comme acteur. Si quelqu'un comme moi se plaignait, ça serait à désespérer. J'ai été très très gâté, j'ai joué des très très beaux rôles et eu beaucoup de succès. J'ai toujours un grand plaisir à jouer. Donc, moi, mon frein, ça sera le jour où je me lèverai un matin et je me dirai « Oh, ça m'emmerde d'aller au théâtre ce soir. » Tiens, alors là, je dirais, il est temps d'arrêter. Jean-Paul Belmondo, dit le gangster, dit le boxeur, dit l'auteur, dit le casse-cou, dit le guignolo, dit le poète, dit le professionnel, dit l'as des as, dit l'ivrogne de la vie, dit le docteur Badaboum, dit le voyou, dit l'aventurier, dit le séducteur, dit l'enfant gâté, dit... Eh, c'est bon, hein, tu vas pas nous faire tous les synonymes. Fils du sculpteur et médailleur Paul Belmondo et père du pilote de Formule 1 Paul Belmondo Jr. Oui, dans la famille, ils ont l'art et le sport dans le sang. Il a toujours adoré jouer la comédie depuis sa plus tendre enfance. Et après une petite expérience de boxeur... Et la boxe m'avait donné justement ce côté hargneux dans la vie, c'est-à-dire ne pas se laisser démonter quand ça va mal. Qu'il gardera cette passion de la boxe des années après et même dans le cinéma, il décidera donc par la suite de devenir ce qu'il a toujours rêvé d'être, un acteur. Et étant très indiscipliné à l'école et ne faisant que rire à la galerie, son père comprit ses intentions et l'emmena voir Raymond Girard qui l'aidera à entrer au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Et dans cette école de grande renommée, avec des professeurs talentueux comme René Simon, Georges Leroy et Luc Jouvet, qui n'aura pas la chance de suivre ses cours. Quand j'étais reçu au conservatoire, il pensait que j'allais rentrer dans la classe de Jouvet. Malheureusement, il est mort. Peut-être je ne me serais pas entendu avec lui, je ne sais pas, mais j'aurais été heureux de le connaître et de l'écouter. Un grand artiste de la dramaturgie qui avait encore plein de choses à nous apprendre. Il étudiera donc tous les aspects du métier d'art et spectacle, bien qu'il était considéré comme un pitre dans cette école, et fera partie de la bande du conservatoire où se trouveront Marielle, Rochefort, Girardot, Galabru, Beaune, Crémer, Riche et plein d'autres qui étaient de gros déconneurs. On était des cancres, quoi. Et ironiquement, ces cancres marqueront le théâtre, la télévision et le cinéma. Et ce rebelle, pour qu'il soit considéré comme un comédien professionnel et être pris dans la comédie française, il devra réussir le concours du conservatoire. Il le passa haut la main et fut acclamé par le public. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas pour ceux de la vieille école. Parce que son jeu est toujours une communication gestuelle avec son corps et son visage, avec ma foi quelques improvisations, pour être dans le personnage et nous donner une émotion forte qui est, à bien des égards, quelque peu exagéré, mais vrai. Et eux, au contraire, qui étaient très intelligents et qui avaient envie de nouveautés, qui avaient compris que le public voulait quelque chose de neuf, parce qu'en plus, il y avait l'arrivée du cinéma qui était très importante. Donc ils se sont dit, non, on veut bouger sur scène, on veut déclamer d'une manière différente, on veut amuser, rire avec le public quand on fait une comédie. Il n'a donc reçu aucun prix. Et pour que les portes de la comédie française lui soient fermées à tout jamais, il fera devant eux un grand bras d'honneur. Ou alors il n'était pas en forme parce qu'il aurait peut-être pu enlever son froc et de remontrer sa bite. Oui, ce caractère rebelle et têtu, il le gardera toute sa vie. Et après des années de succès dans le théâtre, ce n'est que par hasard que le cinéma viendra à lui. Oui, Film pour la curieusement. CGT. Oui, exactement. Projeté uniquement dans les meetings de la Oui. CGT. C'était C'est- Jean-Paul oui. Belmondo à l'affiche. Il fera quelques rôles minimes jusqu'à ce qu'il rencontre celui qui lui apportera le succès, Jean-Luc Godard, pour le film À bout de souffle. Et c'était là le premier grand triomphe de sa vie. C'est là que commença sa vraie carrière d'acteur, en allant sur des films de cap et d'épée et d'aventure avec De Broca, où l'on verra ses premières cascades aidées par Gilles Delamarre, de ses premiers polars avec Melville, de ses premiers films populaires avec Verneuil et Houry, et des films d'auteur et de la nouvelle vague, avec Truffaut, Malle, Lelouch et Godard. Le grand Belmondo commençait à faire son petit bout de chemin. Et cela continua pour aller jusqu'à faire un film avec Alain Delon, l'autre célébrité montante qui a beaucoup été considéré comme son rival pendant plusieurs années dans le cinéma, son frère ennemi. Oui, parce qu'on a d'un côté un homme farceur, jovial, décontracté, chaleureux, gardant ses gestes de comédien de théâtre. Et de l'autre, on a un homme sérieux, concentré, ténébreux, introverti, froid et distant. Ils sont le yin et le yang. Et pourtant, nous les voyons ensemble en 1970 pour le film Borsalino de Jacques Deray, dont Alain Delon est producteur. Tout se passait bien pendant le tournage et la production, mais voilà qu'un conflit survient entre les deux hommes à la sortie du film. Et c'était pour une histoire de nom. Oui, on a des affaires où des réalisateurs vont aller jusqu'à engager un détective pour surveiller son producteur. Et là, c'est un problème de blase. À la base, sur l'affiche, il devait y avoir les noms des deux acteurs et la boîte de production Adèle Productions. Mais ça a été remplacé par une production d'Alain Delon. Et vu qu'il y a deux fois son nom, Jean-Paul poursuivit son collègue pour contrat non respecté. Et il y a eu un refus catégorique puisqu'on m'a montré les affiches et tout quand tout était tiré. Donc j'étais devant le fait accompli.
qui n'est pas évidemment, disons, très sportif. La justice trancha et Belmondo gagna son procès. Quelle aventure! Mais cette affaire n'a pas affaibli la réussite du film et l'amitié des deux hommes. Capella! La preuve, ils joueront des années après ensemble dans Une chance sur deux de Patrice Lecomte et ils se retrouveront à faire des photos pour Paris Match. Et c'est là qu'après le Belmondo boxeur, le Belmondo comédien, le Belmondo cascadeur, vint le Belmondo producteur qu'il créera avec son frère Alain en 1971, la Séritophile. J'avais une grand-mère qui était sicilienne, qui s'appelait Cerito, c'est pour ça que ma maison de production s'appelle Cerito. Il a créé cette boîte pour avoir plus de liberté sur les films dans lesquels il produit. Normal. En allant sur du cinéma d'auteur et populaire et en mettant beaucoup de ses amis dans ses films. C'est une grande famille. Et il laissait quand même beaucoup de marge de manœuvre à ses réalisateurs. Il y avait toujours une bonne entente et il n'essayait jamais de les piétiner. Mais quand il a voulu créer cette boîte de production, je pense que c'était surtout pour être libre de faire ses propres cascades sans avoir de problème avec les assurances qui n'étaient pas très joyeuses de voir ces folies ravageuses. Et le film dans sa période de producteur sera celui où il a vraiment mis une importance considérable sur lui. Le premier film d'auteur de la série Toffing, Stavisky d'Alain Resnais. La super production d'un film d'époque qui, à mes yeux, changera à jamais la carrière de cet incorrigible blagueur. Bonjour chers francophones, je suis le bon mentor français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et c'est parti pour la découverte de ce métrage qui est un putain de film. Mais avant ça, il faut que je vous présente son réalisateur Alain Resnais. Parce que c'est quelqu'un qui a l'art du cinéma dans le cœur. Alors qu'il avait d'abord envisagé de devenir comédien, il décidera d'intégrer l'Institut des hautes études cinématographiques sur le montage. Puis, à la fin des années 40, il réalisera ses premiers courts-métrages, moyens-métrages et documentaires qui marqueront le public et la critique. Par la suite, il sera reconnu comme un grand réalisateur après Hiroshima mon amour et l'année dernière à Marion Bad. Il sera même considéré comme l'un des plus grands représentants de la nouvelle vague et un des pères du cinéma moderne européen, à l'instar de Roberto Rossellini, Ingmar Bergman, Federico Fellini, sur la déconstruction de la narration. Wow. Oui, c'est un cinéaste qui change à chaque fois sa manière de narrer et de réaliser à chacun de ses films en expérimentant de nouvelles méthodes sur le domaine littéraire, théâtral, musical et d'autres arts. Je le considère plus comme le David Lynch français, mais avec plus de poésie. Tout était bon pour qu'il continue dans cette voie jusqu'à même aller dans de la science-fiction avec Je t'aime, je t'aime. Il devait le sortir pour le Festival de Cannes de 1968. Mais bizarrement, ça s'est pas passé comme prévu. C'est pas ce qu'il y avait à ce moment-là, mais ça devait être violent. Ce qui fait que ce métrage est sorti dans l'indifférence générale et Resnais n'a rien fait jusqu'à notre film du jour. Bon, il avait participé au documentaire Cinétrack qui regroupait plusieurs réalisateurs qui filmaient les événements de mai 68, et puis il sera co-réalisateur pour le film L'An 1, il faudra que je regarde un de ces quatre. Et pour le long métrage Stavisky, on pourrait croire qu'avec ce film qui n'était pas trop ce qu'il faisait d'habitude, il y aurait pu y avoir des tensions. Mais non, et même, il voulait tester l'animalité de Belmondo dans ce film. Par ailleurs, pour convaincre Resnais de réaliser ce biopic, Belmont lui a fait croire... Et pour ne pas gêner René, je ne lui avais pas dit que j'étais producteur. J'avais un producteur délégué qui était mon frère Enouchkine et qui ne savait pas que c'était moi. Petit cachotier. Et ce film passera en 1974 pour le Festival de Cannes. Et c'est le moment de voir si Belmondo arrive, dans ce film d'auteur d'époque, à être autre chose que l'homme désinvolte. Vous êtes prêts? Ah oui. Et vous aussi? Bah, alors allez-y. Pas de regret. On est parti. Donc on commence l'histoire en cette année 1933 qui nous présente notre personnage principal. Léon Trotsky. Pardon? Attends. T'as un biopic sur Strosky ou sur Stavisky? Ah, donc voilà notre cher Stavisky, dit Serge Alexandre, dit Sacha, dit... Ça suffit, oui. On nous montre son quotidien aux côtés de son confident le baron, joué par Charles Boyer, qui nous adresse son portrait sur son pouvoir dans la politique et dans les banques, et son art de l'escroquerie et de la séduction. Exactement le rôle parfait qui convient à Jean-Paul. Puis on suit l'inspecteur Bonny, joué par Claude Rich, qui enquête sur lui depuis son arrestation en 1926, où cela fait 7 ans qu'Alexandre se fait attaquer par une affaire qui n'aura pas de répercussions pour la suite. À part... Pour la psychologie instable de ce personnage, ce sera très important. Je l'ai arrêté à Marly-le-Roi. Alors on a plusieurs temporalités. Les aléas de flashback me rappellent quelque chose. Oh, on s'en fout. Puis on suit Sacha dans son théâtre pour des castings, et après avoir payé un maître chanteur, il aide une femme à une audition pour une scène intermezzo de Giraudoux, où il aura le rôle du spectre. Un doux mélange. Ou un café excellent. Les morts sont extraordinairement habiles.
Ils ne butent jamais contre le vide, ils ne s'accrochent jamais à l'ombre, ils ne se prennent jamais le pied dans le néant, et leur visage, rien jamais ne l'éclaire. La réponse la plus simple est celle-ci, c'était un fou. Et après ces moments de vérité et avoir volé un collier, Je rappelle qu'il est un escroc, notoire et séducteur. on apprend plus tard que son business est en ruine à cause des pots de vin avec les politicards, les journaux et la police. Non, 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 il n'y a rien du tout d'actuel. Par la suite, ils partent à Biarritz pour retrouver sa femme Arlette et pour aller mettre un lot de fausses pierres précieuses au Crédit National de Bayonne pour provoquer Bonnie. Ce qui sera sa première erreur. Et après un dîner qui tourne mal, il part se recueillir dans un cimetière avec son médecin qui lui parle du suicide de son père, de son ressenti à la vie et de savoir s'il était lui aussi capable de le faire. Ensuite, on revient sur un enquêteur qui doit surveiller Trotsky et l'empêcher de ne pas avoir d'activité dans la vie politique française, sinon expulsion. Non, 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 ce n'est pas du tout d'actualité. Par contre, je ne vois toujours pas le lien entre lui et Stavisky. L'enquêteur, qui est inspecteur principal, rencontre l'autre inspecteur, qui n'est autre que Bonnie. Ah, là maintenant, tout coïncide. Puis quelques mois plus tard, on revient sur Stavisky qui va voir un autre médecin et a des troubles de démence et de schizophrénie pour ne pas aller à son procès. Le professeur m'a trouvé tellement fou qu'il n'est pas question que je me présente après-demain dans la 13e chambre. Malin, le Stan. C'est le retour aux affaires avec les politicards corrompus, des ventes de joyaux volés. J'ai une affaire à vous proposer. Bonjour, Depardieu. Ne dérangez plus, monsieur Alexandre. Au revoir, Depardieu. Et après s'être recueilli devant la maison de son père, on revient dans le futur en train de parler de la mort de Stavisky et de ses conséquences en une phrase. Cette commission d'enquête parlementaire a pour tâche d'éclaircir une affaire qui a provoqué les morts du 6 février, qui nous a conduits au bord de la guerre civile. Responsable, mais pas coupable. Où Bonnie a des informations compromettantes contre toute personne ayant un rapport avec Serge Alexandre. Si la droite revient au pouvoir, le dossier Alexandre permet de mettre en cause les radicaux socialistes. Par contre, si les radicaux restent en place, le directeur de la sûreté et le préfet de police n'ont qu'à bien se tenir. C'est Machiavel à l'intérieur de ce corps. Ensuite, on suit Bugs Bunny. Oui, c'est bien lui. Qui va au Crédit National de Bayonne et voit que des comptes bancaires sont faux et l'homme en question est arrêté. Je suis une peau de vache, hein? Et Sacha doit fuir pour éviter le scandale de ses trop grands secrets, tandis que Bonnie, pensant avoir une promotion après cette affaire, fut mise à pied pour avoir voulu trop donner de justice en voulant arrêter les préfets de police. Corrompus. Mais si tu mets dans le bain la préfecture ou la sûreté, nous te casserons les reins. C'est fou, je n'arrive pas à voir le lien avec notre siècle. Enfin bon, il ne faut pas se fier aux apparences. Et le bon Sacha, attendant patiemment son heure dans une maison à Chamonix, fut trahi par son collègue et se suicida pour ne pas se faire arrêter. Enfin, c'est a priori ce qu'on dit. Et ça se finit sur cette prison où Arlette vit et est toujours suivie par ces roses blanches qu'elle ne peut plus accepter. Ce qui me plaira dans la mort, c'est la paresse de la mort. Cette fluidité un peu dense et engourdie de la mort qui fait qu'en somme, il n'y a pas des morts, mais uniquement des noyés. Une pure fin romantique. Résumé comme ça, on pourrait croire à un film brouillon sur l'histoire de Stavisky sans parler de l'essentiel, mais il y a d'autres angles qui méritent réflexion et c'est ce que nous allons voir en plusieurs points. Et pourquoi, de mon point de vue, c'est un long métrage trop peu cité et qui fait partie des meilleurs films et prestations de Belmondo. Mais pour comprendre tout ça, il faut que je vous parle des origines de l'affaire Stavisky et de ses conséquences, parce que ce n'est pas vraiment le point central du film, et c'est un plus pour comprendre l'histoire de cette affaire. Alexandre Stavisky était un escroc immigré juif et russe. Il avait toutes les cases qu'il ne fallait pas avoir à cette époque. Il y en a une qui serait bien contente de vivre à cette période. Et ce que le film ne met pas assez en avant, c'est que c'est l'époque de la crise économique des années 30, une période où la France et tous les pays d'Europe ainsi que les États-Unis étaient dans la banqueroute et n'avaient plus rien dans les caisses. Ce qui amena à une grosse méfiance sur les gouvernements en place et fit la venue des grands groupes fascistes en Allemagne et en Italie. Non mais arrêtez de croire qu'il y a des liens avec cette décennie, bon Dieu! Et la France résista encore, mais à petit feu. Pour Stavisky, pendant cette crise, alors qu'il y avait un dossier très chargé sur lui, sur des fraudes et des délits, il en profita en corrompant toute personne de pouvoir en France. Puis, en cette année 1933, après l'affaire des bons de Bayonne au Crédit municipal et de l'arrestation du directeur pour une fraude de 260 millions de francs,
francs. On le soupçonna d'être l'exécutant. Il fuya en janvier 1934 mais fut retrouvé à Chamonix, mort par la police. Et la question se pose encore si c'est un suicide ou un meurtre. Par la suite, après la mutation d'un certain Jean Chiappe qui avait des liens avec Stavisky, une grande manifestation anti-parlementaire se déclencha le 6 février 1934 qui était composée de manifestants de ligues d'extrême droite et d'anciens combattants. En résumé, ils profitèrent de cette affaire pour tenter un coup d'État. Comme quoi l'événement du Capitole, il y en avait d'autres qui en avaient fait bien avant. Ce qui amena quand même à la démission du gouvernement en place et certains manifestants à aller de plus en plus dans la radicalité. Bon, je ne suis pas historien, j'ai juste dit les grandes lignes. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur cette affaire, il y a le téléfilm Stavisky, l'escroc du siècle, avec Thomas Sisley, encore lui, qui met plus en avant son histoire et ses conséquences. Et il est pas mal. Ou sinon, lisez des livres d'histoire. Oui, ce qu'on pourrait reprocher au film de René, c'est qu'il ne met pas les événements arrivés après. Mais il était plus intéressé par l'homme que par l'histoire qu'il a engendrée, en le définissant comme une espèce de portrait de l'inflation, ou plus exactement de l'économie libérale. C'est-à-dire que nous assistons au phénomène d'une société qui flatte, qui est heureux de laisser une certaine liberté à un escroc pendant un certain temps, jusqu'au moment où cette société sent que l'escroc le dérange. Mais pas que! Déjà, il ne faut pas oublier qu'Annie Dupéret apporte une très belle prestation où on a l'impression de revoir ces actrices des années 30 avec Gabin qui apportait un certain aspect d'allégresse, de charisme et de glamour. Donc si vous regardez nos deux personnages Stavisky et Arlette qui ont un amour des fleurs inhérent, ces fleurs ont une signification très importante pour comprendre leur relation et ce qui les amènera à leur perte avec un soupçon de romantisme. Et je revois ce même romantisme qu'il y a dans Quai des Brumes. Et le jour se lève. Pour Arlette, elle est toujours associée avec des lys, des orchidées, des roses et des camélias qui définissent la luxure, la pureté, le plaisir et l'amour. Donc elle vivra longtemps et heureuse. Tandis que pour Stavisky, il porte toujours des œillets qui amènent à la sincérité et la dureté. Et le film ne montre justement que le contraire de ces symboles de bonheur et d'exemplarité. Même Bonnie, qui porte un œillet à la fin de cette affaire, sera mise à pied. Ces fleurs apportent une certaine signification de la mort et du malheur. Aucun de ces personnages qui portent une de ces fleurs n'ont trouvé la béatitude, que ce soit au début et à la fin de leur vie. Ils n'ont pas réussi à trouver une paix intérieure de leur présent, passé et futur. Voilà l'une de ces formes des films de René où il met toujours le thème de la mort de façon mélancolique avec un aspect d'un doux rêve imaginaire. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Alors oui, à certains moments, la narration du film fait que l'on suit plusieurs temporalités pour comprendre l'histoire, et le scénario rappelle étrangement le film Citizen Kane. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre de montage, ça peut déranger. Mais si vous êtes un gros fan de Nolan comme moi, ça va passer. Mais si on enlève ça, le montage d'Albert Jurgenson amène un certain plus pour ne pas avoir une narration simple et apporte l'aspect d'un film d'enquête sur cet arrangement qui donne un rythme très soutenu. Le bonhomme a quand même monté une panoplie de films cultes. Et il était aussi l'un des monteurs attitrés de René jusqu'à Smoking No Smoking. La confiance était là. Bien sûr, on sait que Stavisky va mourir au moment où le premier personnage raconte son histoire au procès de l'affaire en question. Là, on est vraiment comme dans Citizen Kane avec ses flashbacks. On essaye de comprendre la psychologie de ce spectre. Il y a cette scène qui, pour moi, a vraiment défini l'histoire de Serge Alexandre et de sa chute quand il interprète le spectre dans Intermezzo de Giraudoux. Ne pensez plus du tout au café. Dans cette pièce, on suit une jeune institutrice qui discute avec un spectre qui est soupçonné par la société bourgeoise d'être un homme et que l'on tentera de l'assassiner. On voit là le lien que fait l'auteur entre le spectre et les juifs en cette période de doute, ce qui définit Stavisky qui met à mal la haute autorité. Et je fais une petite théorie, mais pas des moindres, mais la première personne qui a mis en scène cette pièce se trouvait être Louis Jouvet et il l'a faite en 1933, la même période que ce film. Et vu que Bebel n'a jamais pu apprendre du théâtre avec Jouvet, il a pu le faire dans ce film et peut-être même lui rendre hommage. Et je trouve ça assez amusant. Et le personnage qui jouerait l'institutrice serait bien Arlette. Mais un autre personnage aurait pu jouer ce rôle puisqu'il apporte dans ce Serge Alexandre du romantisme et une certaine sympathie à ce personnage. Et
Déjà, ce fut quand même l'avant-dernier rôle de Charles Le Boyer, qui était considéré comme la représentation du séducteur français pour les Américains dans les années 30 et 40. Et dans ce film, il me fait penser à l'ange Clarence dans La vie est belle de Capra, en voulant toujours aider son ami et lui permettre d'aller de l'avant. Mais sauf que malheureusement, ça fait l'effet inverse, sentant qu'il a échoué dans son but et ne sachant rien de la véritable vie de Sacha, en voyant la mort d'une époque. C'est en tout cas mon interprétation du personnage, et en parlant de personnage... Belmondo a pris ce rôle parce qu'il... Si je ne l'avais pas trouvé sympathique, je ne l'aurais pas tourné. Et je crois d'autre part que si Stavisky, enfin le vrai Stavisky, n'avait pas été sympathique, il n'aurait pas réussi toutes ces escroqueries. Je crois que la principale chose, en dehors de son intelligence, évidemment, d'un escroc, c'est d'être sympathique. Et son interprétation est impressionnante. Bon, on voit qu'il garde toujours ses gimmicks d'homme du théâtre. Mais je trouve qu'il apporte du neuf dans ce rôle en ne donnant pas d'aspect burlesque et de... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bref, tout est dans le jeu et on sent qu'il a mis toute sa passion et son cœur dans ce rôle. C'est la concentration que Jean-Paul a au moment où il tourne, mais c'est d'ailleurs, entre le moment où le clap est terminé, où le clap s'en va, c'est-à-dire le clap, vous savez, ça fait ça, 52/7e. et puis ça part. Et on part très vite pour pas gâcher de pellicule, et sa concentration, il la trouve après le clap, hein, pas avant, hein. C'est pas au moment où il s'assoit, etc. Et hop. C'est un romantique escroc-séducteur rempli de rage et de folie, en jouant aussi l'aspect schizophrène et suicidaire de son personnage. Est-il Serge Alexandre ou Alexandre Stavisky? Et puis avec ce rôle, il reprend le genre du film de mafieux qui prend justement la thématique de ces hommes de l'ombre qui ont commencé haut pour qu'à la fin, ils finissent 6 pieds sous terre. Et puis je le redis, il adore jouer les joyeux voyous. Bien que pour ce qui est de ce voyou gentleman, il a un peu plus d'importance. En suivant la vie de Stavisky, René met aussi en avant un autre personnage important de l'histoire, Léon Trotsky, qui s'était exilé de l'URSS après que Staline ait eu tous les pouvoirs et... Bon, tu analyses le film ou tu fais un cours d'histoire? Ces deux personnages sont très liés parce qu'ils vivent sous une ligne très glissante en ne devant pas faire des mules, tout en étant surveillés de très près par les inspecteurs et en montrant que si Stavisky n'était pas mort, lui n'aurait pas quitté la France à cause de ses liens avec l'extrême gauche et ne serait pas mort assassiné au Mexique en 1940. C'est pour, je pense, montrer l'impact qu'a eu cette affaire pour les personnes qui n'étaient pas concernées. Sans Stavisky, pas de 6 février. Sans l'émeute fasciste du 6 février, devant laquelle Daladi capitule, pas de gouvernement d'union nationale. Sans gouvernement d'union nationale, pas d'expulsion de Trotsky. Donc, voilà. Mais il est vrai que pour moi, ces scènes ne donnent rien de neuf et sont du remplissage, à part pour nous montrer une partie de l'histoire. Et puis le moment où l'inspecteur qui enquête sur Trotsky et se met à s'intéresser au dossier de Serge Alexandre pour voir le pouvoir qu'il avait sur les corrupteurs, c'est un poil grossier alors que le scénariste du film est quand même Georges Semprin qui a énormément travaillé dans des grands films historiques et politiques. Ça me fait penser que les réalisateurs de la Nouvelle Vague étaient, il me semble, très proches de la Ligue trotskiste. Mais voilà, c'est quand même une grande faiblesse du film, si son but est de savoir qui est Stavisky et ses déboires, bien que je puisse comprendre l'intérêt. Mais ce n'est que du chipotage par rapport aux autres points dits précédemment et qui m'ont marqué. Ce que je peux terminer, c'est que les costumes faits par Jacqueline Moreau et ceux faits pour Dupéret par la société Yves Saint-Laurent, excusez-moi du peu, représentent bien l'époque donnée des bourgeois des années 30. Oui, le bap-pop n'est pas très bien représenté. Et la musique composée par Stephen Sondheim, qui a travaillé sur beaucoup de comédies musicales, nous fait ressentir cette époque qui, à certains moments, m'a donné envie de chanter. Donc avec ces éléments où il y a une vraie proposition de cinéma, je trouve que c'est un film d'auteur biopic rare avec un Belmondo qui vaut le détour. Il faudra attendre l'itinéraire d'un enfant gâté pour revoir ça. Les critiques du festival ont dû au moins féliciter l'exploit et la prestation de Belmondo. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Ils furent hués par les spectateurs et les critiques qui disaient... On lui a reproché après de m'avoir pris, soi-disant aussi que j'avais donné des directives ou je ne sais quoi. Et je vous dis pas comment Robert Bresson les a taclés. Enfin bon, c'est depuis les débuts de Jean-Paul dans le cinéma dit populaire que les critiques et hommes de la bien-pensance l'avaient déjà dans le collimateur. Et suite à ces critiques houleuses pour ce film et sa prestation, Jean-Paul décida de leur dire à tous ses critiqueurs: allez vous faire foutre! Et de ne faire que du cinéma commercial et populaire pour le public, et peu importe les critiques et les insultes. C'est donc là la fin d'un cycle qui se créa, et c'est à partir de là qu'il sera surnommé Bébel. Et pour ses films, il se mettra toujours sur le devant de l'affiche avec son nom en gros, parce que ça faisait vendre et les spectateurs étaient toujours au rendez-vous.
Pour le meilleur et pour le pire. Et pour ce qui est de la carrière d'Alain Resnais, le film, qui a quand même fait plus d'1 million d'entrées, c'était son meilleur succès jusqu'à On connaît la chanson. Il a pu avoir un coup de boost en réalisant ses films littéraires et théâtrales jusqu'à recevoir des prix de prestige. Donc pour certains, Stavisky a sauvé des professions. Tandis que pour Belmondo, alors qu'il commençait de plus en plus à se caricaturer dans les productions de ses films et que le succès était de moins en moins présent, c'est après son accident pour Hold Up et l'échec du Solitaire en 1987 qu'il décidera, grâce au conseil de Robert Hossein, de revenir au théâtre pour jouer la pièce qui est la représentation de sa vie, Keane. Et c'est une renaissance pour lui de revenir là où tout a commencé. Son spectacle était stratosphérique. Entre le virus du théâtre et celui du cinéma, qu'est-ce que vous choisissez ce soir après ce triomphe? Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'est difficile au cinéma d'avoir la joie que je viens d'avoir là, ce soir, et j'en ai eu beaucoup d'autres dans cette pièce, je crois, tous les soirs. Mais ce final, je m'attendais pas à ça, et là, vraiment, ça m'a retourné les tripes. Ce qui lui permettra de jouer dans d'autres pièces. On lui discernera même le prix qu'il reconnaît comme le plus légitime de sa profession, le prix du Brigadier. Et 1 an après, il recevra en plus de ça, le César du meilleur acteur pour Itinéraire d'un enfant gâté. Il n'ira pas le recevoir parce que pour lui, seul le public est le jury. Enfin, faut voir parce que depuis quelques années, je dirais que le public n'est pas très bon jury. Et aussi parce qu'il n'a pas pardonné au sculpteur de la statuette César d'avoir dénigré le travail de son père. Pour lui, la famille est sacrée. Et il se délaissera petit à petit du cinéma pour ne faire que du théâtre. T'aurais pas un petit billet pour un pauvre acteur dans le besoin? Même s'il y a certains films qui méritent le coup d'œil. Il jouera pendant toute sa vie jusqu'à cette année 2001, où il aura eu un très grave AVC qui le détruira de l'intérieur et mettra définitivement fin à sa carrière de comédien. Donc en cette année 2001, on a eu la fin de carrière de Belmondo, le 11 septembre et Belphégor. C'était une belle année de merde. Et voilà déjà 20 ans qu'il n'a plus rien joué dans le théâtre et le cinéma. Attends, il est quand même revenu au cinéma en 2009 pour le film Un homme et son chien. C'est pas rien. Je le répète, je le dis, je le signe, et il n'a plus rien joué depuis 20 ans. Point barre. Puis en 2011, il recevra la Palme d'honneur au Festival de Cannes pour lui rendre hommage à son travail d'acteur. C'est comme une revanche pour Belmondo envers les critiques qui ont attaqué sauvagement Stavisky et qui a été celui qui a défini la suite de sa vie. C'est pour ça que pour moi, ce film est bien plus important que sur ses premiers abords. Jean-Paul Belmondo est un homme vivant dans le corps et dans l'âme, avec son sourire imperturbable, en n'ayant aucun regret dans sa carrière et dans sa vie. Il voit toujours le bon côté de son être malgré les difficultés. Et il est bien plus en ayant marqué l'univers de la pop culture dans les bandes dessinées, les mangas et les jeux vidéo. Et même d'autres artistes s'inspireront de son travail. Le monde était à ses pieds. Donc il est le Charlie Chaplin de la comédie, le Buster Keaton des cascades, le Pierre Brasseur du théâtre. Il est le magnifique. Il est l'homme le plus classe du monde. Au fond, on a tous quelque chose de Belmondo. Et pour lui rendre un ultime hommage sur sa vie de grand comédien et d'artiste accompli, je vous laisse entre les mains de ce cinéphile qui a trouvé les mots justes. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonis mentionne les films que vous oubliez de mentionner. It's not just the name of a movie star. It's not just the name of a man. It's a verb. It's a verb that represents vitality, charisma, a force of will. It represents super coolness. That is what the name Belmondo means. Qui viendra me faire encore l'artiste, le coup du trapéziste? Ça y est, il tombe. Qui viendra encore me jouer l'enfant devant les chiens savants ou les vampires? Qui viendra me faire le numéro de la fin pour me séduire dans un sourire? Qui me dira les mots d'amour qui font si bien du mal? Qui me tiendra quand tu iras décocher toutes les étoiles? Je tiens à dire aux spectateurs que tout ceci est archi faux.